créer un espace safe pour les minorités de genre, concevoir un écolieu, accompagner les migrantes et les migrants dans leur démarche, parler de vie intime et de sexualité sur les réseaux sociaux. Le monde foisonne de projets et d'initiatives portés par des gens qui tentent de rendre le monde plus solidaire, égalitaire, féministe, écologique. Qui sont ces gens ? Pour le savoir, je pars à leur rencontre. Bienvenue dans le podcast Engagé. Aujourd'hui, je reçois Loïse, bénévole aux archives recherche culture lesbienne et libraire à la librairie café Violette & Co. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Loïse, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Bah ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Alors première question très existentielle, tu préfères les librairies ou les cafés ? Ah, c'est hyper dur. Alors j'aime beaucoup les cafés-librairies. Comment ne pas choisir ? Voilà, c'est ça. J'ai toujours aimé les librairies où il y avait, même s'il n'y avait pas de café, il y avait un endroit pour s'asseoir. Pour pouvoir lire les livres avant de les choisir. Et j'aime beaucoup l'aspect vraiment convivial que ça crée, le mélange des deux. Et aussi, je trouve, il y a... ça démocratise, ça rend plus accessible la librairie. Ça en fait moins ce lieu un petit peu de culture inaccessible pour des personnes qui sont pas habituées à lire ou habituées à la lecture. Je trouve que ça rend les choses plus accessibles. Des fois, il y a des personnes qui viennent plus au café et qui finissent finalement par vagabonder dans la librairie et qui se rendent compte que y a des choses qui les intéressent et que c'est accessible. Quelle est la définition de militantisme pour toi ? Oh waouh. Ok. Je pense que le militantisme, c'est d'abord quelque chose de collectif. Ouais, je m'attendais pas à des questions comme ça. Je pense pas qu'on puisse militer seul. Je pense que c'est avant tout une réflexion sur comment faire en sorte de créer des rapports de force face aux dominants. Et je pense que le militantisme doit avant tout prendre en compte toutes les différentes oppressions. Je pense qu'on est à un moment où la montée du fascisme et la normalisation des idées d'extrême droite est telle qu'il y a vraiment besoin de faire front commun, et pas de faire front commun en oubliant les spécificités des luttes des uns, des unes, des autres, mais en s'écoutant, vraiment, trouvant collectivement des revendications qui ne mettent personne de côté. Le vendredi 13 octobre 2023 a été un bon vendredi du 13 pour vous. Oui. Pour toi et tes camarades, parce que c'est à la date à laquelle vous avez réouvert la librairie Violette & Co. Alors au départ, c'est juste une librairie, et du coup, qu'est-ce que c'est au départ, Violette & Co ? Violette & Co, c'est une librairie qui a été créée en 2004 par un couple de militantes féministes et lesbiennes, Catherine Florian et Christine Lemoine, qui étaient clientes des mots à la bouche et d'autres librairies à Paris qui se sont rencontrées chez Lesbia, qui est une revue lesbienne. Et en fait, il y avait une librairie, je crois, qui avait ouvert au début des années 2000 dans la même rue que les mots à la bouche, une autre librairie LGBT. Elle n'avait pas duré très longtemps. Catherine et Christine avaient beaucoup aimé cette librairie et en fait, elles trouvaient que ce qui manquait peut-être à Paris, et ce qu'elles avaient envie de créer en tout cas, c'était une librairie qui mêle à la fois les luttes LGBT, homosexuelles et les luttes féministes. Qu'il y ait ces deux aspects, qu'il y ait l'aspect à la fois mise en avant de la place des femmes dans l'histoire, la mise en avant des femmes artistes, autrices, etc. Et aussi les mises en avant des personnes LGBT, et surtout avec un focus sur les lesbiennes. Et c'est pour ça qu'elles ont créé Violette & Co. Elles ont fait vivre cette librairie. La librairie s'appelait à la base Violette & Co, la librairie des filles, des garçons manqués et de leurs amis. Et quand ça a été créé, c'était la seule librairie féministe de Paris. Il y avait d'autres librairies féministes qui avaient existé auparavant, mais elles n'existaient plus. Et donc, jusqu'en 2008, à la réouverture de la librairie des femmes, c'est la seule librairie féministe de Paris. Et du coup, c'était aussi un lieu important de communauté. Ouais, de communauté et un peu une estrade, une scène en fait pour les personnes féministes. C'était petit, Violette & Co. C'était très connu dans la communauté féministe, dans la communauté lesbienne, dans la communauté queer,
très peu un petit peu des moldus, on va dire. Mais c'était un lieu qui était vraiment important pour l'échange d'idées, l'échange d'informations. Ça a été comme ça jusqu'à 2022. Et pour une vie de librairie, 2004-2022, c'est déjà super long. Et en plus, pour une librairie féministe et LGBT qui a réussi à se créer à un moment où ses idées n'étaient pas du tout représentées dans le milieu de l'édition, où il y a eu quand même ce creux de la vague féministe dans les années 90-2000, et qui sont passés par la Manif pour tous à Paris dans les années 2012-2013. C'est quand même assez exceptionnel. On sent la passion pour cette librairie. Oui. Du coup, comment tu l'as connue, toi, cette librairie? J'en avais beaucoup entendu parler. Peut-être pas dès mon arrivée à Paris, je suis arrivée à Paris en 2015 pour mes études. Et je pense que j'ai commencé à en entendre parler en 2016-2017. Et en fait, c'était la librairie lesbienne et ça me faisait un petit peu peur à l'époque. C'est comme mettre un pied pour la première fois à la mutinerie, quoi. C'est un peu un rite de passage à Paris en tant que lesbienne ou que personne queer ou personne qui se pose un peu des questions. Je connaissais le nom, je passais devant, mais j'avais peur d'y mettre les pieds. Enfin... Oui, j'ai connu ça, ouais. Ouais, et c'est rigolo parce qu'en en parlant avec plein de personnes, je suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Et il y a ce côté un peu symbolique que nous, en reprenant la librairie, on a vraiment essayé de casser justement pour que ça fasse moins cet effet. Je crois que la première fois que j'y suis allée, c'était assez tard en fait. C'était après le premier confinement. Oui, donc pour 2020, quoi. Ouais, 2020. Donc j'ai connu de 2016 à 2020 sans elle, et bon après j'ai pas habité en France pendant toute cette période-là. Mais du coup 2020, le lancement du livre de Alice Coffin, Le génie lesbien. Ah oui. Voilà, et qui s'était passé d'ailleurs pas chez Violette & Co parce qu'il y avait tellement de monde qu'on allait dans le café d'en face pour faire le lancement. Et voilà, donc le lancement d'Alice Coffin, et après j'ai trouvé ça tellement chouette que j'ai commencé à y aller assez régulièrement. Il y avait eu plein d'événements vraiment trop beaux, et ce que j'avais adoré en allant là-bas, c'était qu'il y avait toutes les générations de lesbiennes. C'était le seul endroit dans la communauté queer, dans la communauté lesbienne ou même féministe, que je voyais des personnes de toutes les générations. De vraiment aller l'adolescence à 75 ans, ou même en passant par 30, 40, 50. Et du coup, c'était très chouette. Ça permettait aussi de se dire ah bah je pourrais être comme ça à 30, 40, 50, 60, 75 ans. Et ça, ce côté intergénérationnel, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup à Violette & Co. En 2022, les fondatrices prennent leur retraite. Et comment est née chez toi en fait l'envie de t'investir dans la sauvegarde de ce lieu? Surtout en fait en 2022, quoi, Ouais. parce qu'on est après Covid. Ouais. Donc les librairies et les maisons d'édition d'ailleurs rament encore un peu. Et voilà, on est aussi dans ce contexte de la montée de l'extrême droite. Complètement. De la normalisation en fait. Il y avait plein de choses. Déjà, Catherine et Christine avaient annoncé qu'elles souhaitaient prendre leur retraite et du coup qu'elles cherchaient des repreneuses en 2019. Et en fait, il y a le Covid qui est passé par là, 2020. Et après... c'était... Enfin, au moment du Covid, et puis après le Covid, c'était hyper compliqué de se dire, de prendre ce risque dans sa vie, de se dire, je vais peut-être reprendre une librairie, sachant que le futur proche était aussi incertain, quoi. Catherine et Christine se sont retrouvées en 2021, donc sans repreneuse qui leur convenait en tout cas. Et le bail de leur local arrivait à son terme en mars 2022, et au lieu de le renouveler, elles se sont dit tant pis, on n'a pas trouvé de repreneuse, on met la clé sous la porte. Et du coup, en janvier 2022, elles ont annoncé qu'elles allaient fermer définitivement. Et c'est là que nous, on s'est dit « Non, ce n'est pas possible !» En fait, moi, j'ai travaillé dans le milieu de l'édition féministe. Et on est plusieurs amis, connaissances qui s'étaient rencontrés dans les mouvements militants lesbiens surtout.
féministe, queer, à travailler dans l'édition ou à connaître un petit peu le monde du livre. Et en fait, avec des amis, on travaillait sur un projet de revue lesbienne. Je me rappelle, je venais de rencontrer Léa Orientes, qui a le compte Brico Bouche, qui faisait aussi partie du projet à l'époque, qui avait bossé dans l'édition, qui s'était reconvertie en tant qu'électricienne. Et tout début janvier 2022, on avait une conversation au Bonjour Madame, on se disait, qu'est-ce que tu ferais quoi si tu reprenais une librairie queer? On s'était un peu fait un rêve de tu ferais quoi si tu reprenais Violet Co. Et elle avait une idée assez précise parce qu'elle y avait vraiment beaucoup pensé. Elle avait beaucoup étudié le modèle des coopératives notamment. Et du coup, elle me parlait de ce projet de reprendre Violet Co en coopérative, mais c'était pas. Enfin, peut-être que j'ai des bêtises. Moi, quand elle m'en parlait, pour moi, c'était un peu. Voilà, on refait le monde en une soirée, on parle de ce qu'on ferait si. Pour elle, c'était peut-être un petit peu plus concret. Et en fait, on a eu cette conversation et 5 jours plus tard, on apprend que Violet Co va fermer définitivement. Et on s'envoie un message et on se dit, vas-y, on va les voir. Vas-y, on va les voir, on leur propose, c'est pas possible que ça disparaisse. Et en fait, on s'était rencontrés aux archives lesbiennes. Et à l'époque, j'étais bénévole aux archives lesbiennes. Et en fait, là-bas, j'ai découvert tellement de lieux féministes, queer, lesbiens qui ont existé et dont on a complètement oublié l'existence. Et du coup, on se disait, si Violet Co disparaît, c'est possible qu'une autre librairie lesbienne renaisse à Paris dans quelques années. Mais du coup, les gens vont oublier Violet Co. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment continuer à faire vivre cette librairie et continuer à faire vivre son histoire et vraiment créer cette forme de transmission. Et du coup, on est allé voir Catherine et Christine qui nous ont un peu ri au nez. Et du coup, on s'est dit, viens, on va leur prouver. Et on a fait un budget, un dossier un petit peu de reprise qu'on leur a envoyé. Et aussi, en même temps, je pense ce qui a fait la diff, c'est que notre projet de reprise de Violet Co était entièrement basé sur un financement participatif. Parce qu'on avait eu vent du fait que les banques ne voulaient pas faire de prêts aux lesbiennes. Et du coup, au moment d'envoyer notre dossier, on s'est dit, mais tout est basé sur un financement participatif, on n'a aucune preuve qu'il va marcher. Enfin, elles n'ont aucune preuve que ça va marcher. Nous, on y croit dur comme fer, mais elles savent pas. Enfin, elles n'ont pas de preuve, quoi. Et du coup, un dimanche soir, on a envoyé un formulaire de promesse de don qui disait, en gros, Violet Co va fermer, va sûrement fermer. Combien vous donneriez pour sauver Violet Co? Et en quelques heures, on avait 5 000 € de promesses de dons, le lendemain matin 10 000 €, en quelques jours 100 000 € de promesses de dons. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est possible. En fait, on peut le faire. Et comment l'équipe s'est constituée? C'est une bande de potes? Du coup, en fait, on a réuni. Au début, il y avait Léa et moi. Et du coup, elle a un peu amené son groupe d'amis. Moi, j'ai un peu ramené mon groupe d'amis. Et en même temps, quand on a fait un petit peu un point sur le projet et les besoins du projet, parce que du coup, le projet à l'époque, nous, on avait nos vies. Moi, je venais de reprendre des études à la fac, je voulais faire une thèse. On avait un peu ce parcours on a travaillé dans l'édition, on a été dégoûtés par la violence du milieu de l'édition, et du coup, on s'est reconverti. Elle en électricité, moi, je voulais faire je voulais faire une carrière universitaire, un petit peu, je voulais faire de la recherche en tout cas. Et du coup, on s'est dit, nous on a notre vie, mais on veut s'engager dans ce crowdfunding en fait. Et après, trouver des libraires. Et du coup, c'est ces libraires qui gèrent Violet Co par la suite. Nous, c'est juste, on veut s'engager dans cette partie-là du projet, quoi. Et en fait, on a fait un petit peu une liste comme ça de ce qu'on avait besoin. Et aussi, on en a parlé dans notre entourage. Et il y a des amis d'elle et de moi qui étaient hyper intéressées, qui étaient hyper partantes. Et du coup, c'est un peu comme ça que le projet s'est construit, avec des personnes qui disaient moi j'ai hyper envie de engager
ce temps à ce moment-là dans ma vie. Et aussi, c'était juste après, enfin, on était en 2022, donc c'était après Enfin, on avait eu beaucoup de périodes de confinement. Et je pense qu'un peu notre. Comment dire euh, notre sentiment à toutes, c'était que en fait on militait plus sur le terrain avant le confinement, que le confinement nous avait vraiment coupé de ça. Et je pense qu'il y avait une envie très forte de créer des projets communs et de créer des projets communs aussi un peu hors d'internet. Enfin, parce qu'il il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur internet et beaucoup moins d'organisation en vrai, d'AG, des choses comme ça. Et du coup, bah, c'était aussi un projet qui nous mobilisait pour retrouver du commun un petit peu. Quel est ton plus beau souvenir de chez Viet Co? Ah waouh, de chez Viet Co, comment c'était avant, enfin On va du partir projet de tout. de tout. Oh waouh, ok. Je pense que c'est la réouverture. Avec Céline Sciamma en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était fou. Ouais, c'était fou avec plein de gens qu'on admirait beaucoup. À ma connaissance, en tout cas, la réouverture d'une librairie n'a jamais mobilisé autant de personnes, quoi. Là, il y avait, en plus, selon la police, entre 1600 et 2000 personnes. Ouais. Et ouais, et ça, c'était assez incroyable d'avoir... Enfin, pendant toute la période de financement participatif, on était beaucoup, en fait, à bosser derrière notre ordinateur, derrière les réseaux. Enfin, on a fait quelques soirées de soutien, mais du coup, les gens, on les croisait à des événements, mais en fait, on avait du mal à se représenter réellement toutes les personnes qu'il y avait derrière, quoi. Et je pense que vraiment, cette ouverture, elle a permis ça, et elle nous a aussi permis d'en mettre un peu plein la vue à la mairie de Paris. Il y avait le premier adjoint de Anne Hidalgo qui était là, que nous, on n'avait jamais rencontré auparavant, hein. Et François Vauglin, qu'on avait rencontré plusieurs fois, qui nous a beaucoup soutenus, qui est le maire du 11e. Du coup, tous les deux, enfin François Vauglin, moins quand même que le premier adjoint de Anne Hidalgo, était bluffé. Était vraiment bluffé. Et je pense que c'est... Et aussi au niveau du monde du livre... Enfin, c'était un peu du jamais vu. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de presse, beaucoup d'articles par rapport au monde qu'il y avait ce soir-là. Et du coup, ça, c'est un très très beau souvenir. Enfin, nous, on avait dormi, je pense, on n'avait presque pas dormi, on devait avoir dormi 30 minutes la nuit d'avant parce que les travaux se sont finis à 21h la veille de l'ouverture. Et du coup, il fallait tout nettoyer et après mettre tous les livres. Et c'est Catherine et Christine la nuit qui nous ont aidés à faire ça et plein d'amis aussi qui nous ont aidés. Et du coup, j'ai un super souvenir de cette ouverture et en même temps, je me rappelle de pas grand-chose. Et sinon, je pense que le deuxième meilleur souvenir, ça a été les chantiers participatifs avec l'établi parce que c'était hyper badass de réunir quasiment que des meufs et des personnes queer avec des machines. Et en fait, il y avait une joie énorme à construire tout ça ensemble. Et c'est beaucoup de personnes qui étaient un peu solo dans leur boulot en tant que personnes queer et qui se sont retrouvées sur un chantier avec que des personnes queer. Et ça a fait beaucoup de bien. Il y a plein de personnes qui ont appris, il y a des personnes qui sont devenues amies, il y a des personnes qui sont aujourd'hui dans le même atelier. Enfin, du coup, c'est hyper cool. T'es aussi bénévole aux archives lesbiennes de Paris. J'étais. Alors, tu étais, oui. Qu'est-ce que c'est que ces archives, en fait? Du coup, c'est les ARCL, les archives recherche culture lesbienne, c'est les archives lesbiennes de Paris, qui sont méconnues par rapport à leur ampleur et à leur historicité, parce que c'est des archives qui ont été créées officiellement, si je dis pas de bêtises, en 1983. L'association a été déclarée à ce moment-là, mais qui avait été... qui commençaient à être constituées un petit peu en amont. Elles ont démarré dans l'appartement de Claudie Lesselier. Je ne sais plus en quelle année. Elles ont fini par rejoindre le local de la Maison des Femmes. Et du coup, les archives lesbiennes sont au sous-sol. Il y a les archives au sous-sol et il y a toute la bibliothèque qui est dans une salle au rez-de-chaussée de la Maison des Femmes. Et c'est immense.
C'est un... C'est incroyable. Et il y a tout type d'archives, littéraires, vidéos, sons, Ouais. photos. Il y a des armoires par catégorie d'archives, on va dire. Il y a autant des banderoles que des affiches, des marches féministes et lesbiennes, que des photos, des vidéos, enfin les débuts par exemple de Cinéfable. Avant Cinéfable, ça s'appelait Saphonie, du coup il y a encore les bobines de l'époque. Il y a aussi à l'époque les newsletters étaient papier. Les archives lesbiennes avaient des newsletters, il y avait plein de collectifs, d'associations, de coordination qui avaient des newsletters, et du coup elles ont tout un mur qui est rempli d'archives internationales. Et il y a vraiment tous les pays du monde, quoi. Et notamment des newsletters de lieux d'archives et de collectifs, etc. Et ça, je trouve ça hyper émouvant. Et toutes les revues et magazines lesbiens aussi qui ont existé depuis les années 70. Enfin, le premier en France, à ma connaissance, c'est Quand les femmes s'aiment. Et c'est hyper émouvant d'aller là-bas parce qu'on se rend compte de la quantité des choses qui sont passées avant nous et dont on n'a absolument aucune connaissance parce qu'il y a très peu de livres pour le moment qui recensent tout ça. Et en fait, il y a plein de choses encore pour avoir ces informations. Il faut se rendre aux archives et surtout, en fait, si on n'a pas de passeuse, parce que là-bas, il y a des personnes, notamment je pense à Michel Larouille, qui ont plus de 70 ans, qui ont participé aux premières marches lesbiennes, la première marche lesbienne de 81. Michel Larouille, celle qui a fait l'affiche de cette marche. Et si on n'a pas des personnes comme ça pour nous expliquer tout ce qui s'est passé à l'époque, pour nous expliquer le contexte, pour nous donner les dessous un petit peu de ces documents, en fait on passe à côté de 80% de l'information. Donc voilà, les archives lesbiennes, c'est hyper précieux. Malheureusement, elles ont peu de financement. Et comment t'as connu les archives et pourquoi t'es devenue bénévole J'ai connu les archives grâce à une newsletter de Sensord. Merci Sensord. Et à l'époque, j'avais vécu un petit peu à New York. Et à New York, il y a les archives lesbiennes de New York, qui sont des archives lesbiennes iconiques. Parce que, quand même, elles aussi, elles ont fait un crowdfunding, mais pour racheter un bâtiment. Et en fait, il y a un bâtiment entier qui leur appartient désormais à Brooklyn. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir avoir ces archives en autonomie. Parce que par exemple, les archives lesbiennes de Paris, elles payent un loyer du coup qui est minime par rapport au prix parisien. Mais elles payent un loyer à la Maison des Femmes. Et du coup, elles sont dépendantes des subventions. Et du coup, il y a ces archives lesbiennes de Brooklyn. Et aussi, j'étais allée... du coup, j'ai vécu un peu à New York... en 2019. Et du coup, 2019, c'était les 50 ans de Stonewall. Et donc, il y a eu plein d'expositions et plein d'événements et de conférences auxquelles j'ai pu assister sur les archives queer. J'ai vu pour la première fois, peut-être pas pour la première fois, mais en quantité, en tout cas pour la première fois, une aussi grande quantité d'œuvres créées par des lesbiennes. Et en fait, c'est la première fois que je voyais des œuvres et des archives lesbiennes, queer, dans des institutions, dans des musées. Ça m'a beaucoup émue et c'était incroyable. Et je suis rentrée en France en 2020, juste avant le Covid. Et ma grosse question, c'était mais où sont ces archives en France, quoi. Janvier 2021, ou en février, je sais plus, je crois que les archives lesbiennes ont rouvert. Et à partir de là, je suis allée une fois, j'ai commencé à y aller vraiment toutes les semaines. Jusqu'au projet de Duet&Co. Je pense pas me tromper en disant que t'es une personne militante et engagée. Je crois que je le suis. Je crois que je le suis un petit peu. Quel a été le déclencheur de ton militantisme, selon toi ? Comme plein de personnes, un sentiment d'injustice. Qui est arrivé quand ? Première chose dont je me rappelle, et c'est rigolo parce qu'en en parlant avec des gens, je me rends compte que je suis pas la seule à avoir été marquée par ça. Je pense que c'est en CP ou en CE1.
quand on nous a appris en cours que la fameuse règle de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Et je me rappelle que j'étais outrée et que j'ai demandé à la maîtresse, mais du coup, s'il y a un homme et 10 femmes, on dit il. Elle était là, oui. Et s'il y a un homme et 100 femmes, on dit il. Oui. Et s'il y a un homme et 1000 femmes, on dit il. Et je trouvais ça injuste. Et j'ai été hyper marquée par ça. Et je pense que, bon, il y a des réacs qui nous disent aujourd'hui, oh, c'est juste une règle de grammaire. Non, mais symboliquement. Enfin, symboliquement, c'est pour des jeunes filles ou des jeunes garçons en construction. C'est énorme. Enfin, la puissance que tu dois ressentir en tant que garçon, aussi petit, quand on te dit ça, quand on te dit que s'il y a 1000 femmes et que toi, t'es tout seul, c'est quand même toi qui vas l'emporter. C'est énorme et je pense, à partir de là, enfin peut-être qu'il y avait des choses avant, mais c'est mon premier souvenir de vraiment être de sentiment d'injustice. Et ouais, et à partir de là, je pense que je voulais être avocate pour défendre les gens. Je me suis dit, je vais faire de la politique pour changer le monde. Du coup, quand t'es jeune et que tu sais pas trop ce que c'est la politique, je voyais, tiens, Sciences Po. Après, j'ai appris ce que c'était Sciences Po, je disais, pas du tout. Donc, j'ai mis un peu de temps avant de savoir ce que je voulais vraiment faire. Et surtout, je pense que l'important, ça a été de s'impliquer dans des collectifs, hein, les collages féministes, enfin les collages contre les féminicides en 2019-2020 ont aidé beaucoup de personnes, je pense, à rencontrer d'autres personnes militantes et à créer des collectifs. Et puis après, ouais, les archives lesbiennes, puis ensuite Violette Co, ça a été assez important. Oui, je pense qu'il y a aussi, mon ressenti en tout cas, c'est la difficulté de trouver son bon militantisme, Ouais, en fait, ce qui te convient. Parce que généralement, je sais que moi, quand on parle de militantisme, on voit j'ai souvent l'image des manifestations. Et je sais que pour moi, les manifestations, c'est compliqué. Donc, comment se sentir aussi légitime quand tu fais autre chose? Par exemple, quand tu es libraire, tu te dis, mais comment je fais pour être légitime? Je suis juste libraire, alors qu'en fait, il y a beaucoup moyen de militantisme, beaucoup de manières de militer. Et c'est vrai que les mettre en avant, c'est aussi intéressant. Et je trouve, enfin, il y a eu d'autres moments. Enfin, par exemple, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, je vais trouver une asso féministe. Oui, oui, ça et aussi, du coup, mais c'était avant MeToo. Ouais. Et c'était pas du tout, comment dire, et j'avais pas encore, je connaissais pas encore le vocabulaire militant à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire intersectionnel, je savais pas ce qu'était le validisme, mais il y avait un peu ces... Et du coup, je cherchais une association, en fait, je cherchais une asso féministe dans laquelle m'engager, ou rencontrer des gens déjà et faire des actions. Et j'en ai fait plusieurs à Paris. Déjà, j'ai entendu parler de OLF, Oser le féminisme, parce qu'à l'époque, quand même, il faut savoir que c'était la plus grosse association féministe et l'association féministe la plus... peut-être la plus visibilisée par les médias en France. Et du coup, je faisais mes petites recherches sur Internet, je regardais ça, et puis je suis tombée sur le documentaire d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, et des interviews d'elle dans laquelle elle parlait du racisme qu'elle avait subi là-bas, de l'islamophobie aussi, de Oser le féminisme. Et du coup, j'ai commencé à comprendre ce que je voulais pas. Et j'ai fait plusieurs réunions d'associations féministes d'universités à Paris, mais à chaque fois il y avait des choses sur lesquelles j'arrivais pas à mettre des mots qui me plaisaient pas, et j'ai fini par trouver Hystérique, qui s'est créé, si je dis pas de bêtises, en 2017 ou 2018 à Paris 3, et là j'ai vraiment trouvé un endroit où ça me plaisait. Et j'avais pas forcément les mots pour le dire à l'époque, mais c'était en fait un féminisme qui prenait en compte l'imbrication toutes les oppressions et l'imbrication des oppressions aussi. Donc à la fois le racisme, le validisme, les LGBT-phobies, qui étaient aussi pour
l'autonomie et le libre choix des femmes, qui ne stigmatisaient pas les femmes qui portaient le voile, qui ne stigmatisaient pas les tests, enfin voilà les grosses thématiques qui opposent un peu les féministes réactionnaires et les féministes qui sont plus dans une vision intersectionnelle ou en tout cas d'imbrication des oppressions. Est-ce que tu viens d'une famille militantiste? Pas du tout. Pas du tout. Je viens pas du tout d'une famille militante. Je pense que ce qui a été important pour moi, ça a été de voir ma mère être victime du patriarcat et être victime du couple hétérosexuel. C'est-à-dire, comme j'ai 3 frères et sœurs, enfin comme beaucoup de... Comme dans la majorité des couples hétéros, mes parents ont commencé, mes parents se sont rencontrés tôt, ils ont commencé une vie commune, fin de la vingtaine, ils ont fait des enfants, ils étaient à Paris, ils sont installés en région parisienne, proche banlieue, petit pavillon avec jardin, et puis en fait, difficile de trouver des places à la crèche, difficile de trouver des places... difficile de trouver des places à la crèche. Du coup, ma mère a commencé à travailler à mi-temps. Puis en fait, quand les 2 autres enfants sont arrivés, quand il y avait 4 enfants, elle a arrêté de travailler complètement. Elle s'est retrouvée mère au foyer. Et oui, et du coup, ma mère, elle avait... un peu cette... je la voyais déprimée. Je la voyais... je voyais aussi comment... comment mon père la traitait du fait que elle ne travaillait pas, c'est comme si elle avait moins de valeur. Donc je pense que ça m'a beaucoup marqué, mais sinon, non, ma mère, aujourd'hui elle est dans une secte religieuse. On ne se parle plus depuis que j'ai fait mon coming out, donc je viens pas du tout d'une famille militante. Quelle est ta première forme de lutte? Hormis se révolter contre la règle du français. Je pense, comme toi, je peux pas toujours aller en manif parce que c'est beaucoup de stimulation. Ouais. Et après, je suis fatiguée pendant 3 jours. C'est pour ça que le métier de... Moi, je suis fatiguée dans 4. Ouais, ça dépend des gens, c'est à moi. mais ouais, donc c'est pas forcément accessible à tout le monde, même si quand je suis, ça me fait vraiment très plaisir. Ouais. Il y a un sentiment fort de communauté, d'être ensemble. De joie. De joie. Moi, je pleure. Ouais, ça c'est trop bien. Mais du coup, je pense que ça a plutôt été... là, le truc spontané auquel j'ai pensé quand tu m'as dit ça, c'était surtout le rapport au corps. Arrêter de m'épiler. En fait, comme j'ai toujours été plutôt très timide, que c'était plus facile que mon corps soit un statement plutôt que moi-même dire des choses. Et du coup, ça a été me couper les cheveux courts quand j'étais au lycée, ou dans un gros lycée, je pense qu'on devait être 1500, mais j'étais la première meuf à me couper les cheveux courts, tout le monde m'en parlait, autant c'était un scandale pour certaines, que pour d'autres, il y avait des filles qui allaient me voir en me disant que j'aimerais trop faire ça mais j'ose pas. Du coup, me couper les cheveux, puis après me raser les cheveux aussi, et j'aimais bien, à la fois il y a des personnes qui réagissaient mal dans la rue ou dans les transports à l'époque, et en même temps j'aimais bien le trouble que ça provoquait chez les gens, et de les mettre un peu face à leurs propres contradictions, de ça a l'air d'être une femme mais elle a les cheveux rasés et ça a l'air d'être un choix en plus. Comment est-ce possible? Et aussi d'arrêter de m'épiler, de mettre des shorts sans avoir les jambes épilées, de mettre des débardeurs sans avoir les aisselles épilées. Et je pense que un mélange de tout ça, de me réapproprier mon corps, et de parce que quand tu fais ça, t'as le regard des gens qui est très fort sur toi, et d'essayer de me foutre de ce regard-là. Après, il y a toujours des... j'ai quand même un certain nombre de privilèges, je suis blanche, je suis pas une personne trans, donc je peux aussi me permettre de faire ça sans devoir faire face à vraiment de la violence physique. Mais ça a été vraiment important pour moi de me réapproprier mon corps, et
et de me réapproprier aussi, de choisir en fait ce à quoi je voulais que mon corps ressemble sans prendre en compte le regard des autres. Quelle est ta première action? En fait, ma première action, c'était avant ça. Non, mais c'est drôle, c'est pas vraiment une première action. C'était en maternelle. C'est un peu rigolo. Je détestais faire la sieste. Quand j'étais petite, je suis toujours insomniaque. Mais je détestais déjà faire la sieste en maternelle. Et du coup, je trouvais ça injuste qu'on nous force à dormir. En deuxième section de maternelle, j'ai organisé une manifestation dans le dortoir. C'est une première action. On disait, je sais plus, mais où du coup j'avais motivé tout le monde à dire que c'était injuste, qu'on nous force à faire la sieste et tout. Et je m'étais retrouvée dans le bureau de la directrice à 4 ans. Et on m'avait dit que mais je pense, avec le recul, je me dis, elle devait être quand même un peu amusée. C'est cocasse comme situation. Mais sinon, après ça, première action, je pense que ça a été peut-être qu'il y a des choses dont je me rappelle pas, mais je pense que ça a été les collages contre les féminicides. Quand ça, enfin, j'ai raté le début parce que j'étais pas en France, mais quand je suis revenue en France, ça a été une des premières choses que j'ai fait. J'avais envie de participer à ce mouvement. C'était hyper fort avec peu de moyens. Enfin, avoir autant d'impact avec peu de moyens est quelque chose de très accessible en fait. Tu prends de la colle, de l'eau, des feuilles, de la peinture ou un gros marqueur et en fait et tu le fais avec des personnes à côté de chez toi que tu connais pas forcément, mais c'était vraiment cool. Faut juste trouver les bons murs, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, les murs en crépi, non. Les murs publics, non plus. Les arrêts de bus, non plus. Après, tu deviens un peu spécialiste de la maçonnerie. Puis des coins. Ouais. Alors, celui-là, non, vous oubliez. Celui-là, oui, allez-y. Et puis, il y a une forme de puissance dans ces moments-là. Grave. C'est la nuit en plus, parce que tu fais pas ça en pleine journée. Donc, tu fais ça la nuit. Parfois, que tu sois 3 ou 6 dans le groupe, il y a toujours ce sentiment de puissance. Quel autre, donc, hormis la lecture, est-ce que tu as d'autres formes de militantisme? Quel autre biais tu milites? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu regardes énormément de films? Ou est-ce que tu passes juste ton temps à lire? Pour moi, le militantisme, c'est vraiment une forme collective. Du coup, je dirais pas que c'est du militantisme, mais la manière dont je me rends utile au sein de la lutte. Je pense que, par exemple, dans mon travail chez Violet & Co, ça va être la sensibilisation et donner accès à l'information. Enfin, il y a du coup, ce qui est chouette, c'est que j'ai un métier qui peut être vraiment utile dans la lutte et ce que j'essaye de faire, c'est vraiment mettre en avant des livres que je trouve intéressants, aussi mettre en avant des livres que notre public irait pas forcément chercher spontanément, ou j'ai l'impression que notre public irait pas chercher spontanément, mais les mettre en avant longtemps pour que les gens voient la couverture et finissent par se dire ça a l'air intéressant. Et notamment les luttes antiracistes, écologistes, validistes. C'est ça. Des trucs sur la sociologie, que ce soit des livres. Après, notre public quand même les soutient pas mal, mais sur la Palestine, sur ce qui se passe à Mayotte, sur ce qui se passe au Congo, voilà. Donc, et je vois que ça marche de plus en plus. Il y a des livres au début en fait, la librairie, ça marche de telle façon que on a des best-sellers qui nous permettent de garder plus longtemps en fond des livres qui se vendent beaucoup moins. Oui. Et du coup, c'est vraiment déjà, nous, on est une librairie militante, donc nos livres qui se vendent le plus, c'est des livres militants, donc c'est chouette, super chouette. Mais du coup, c'est un peu trouver l'équilibre entre les grosses ventes et les livres qu'on veut mettre en avant, même si on sait que ça va pas être des grosses ventes.
et des autoristes qu'on va pousser, qui sont peu connus, mais qu'on va vraiment pousser longtemps pour que ça finisse par devenir... Un best-seller. Ouais, d'ailleurs devenir un best-seller et puis le recommander parce que les gens ils viennent ici et des fois ils nous demandent bah, c'est quoi votre la dernière lecture qui vous a touché, c'est quoi votre le livre que vous avez préféré de la rentrée littéraire, le dernier essai qui vous a chamboulé et du coup bah ça nous donne cette possibilité de mettre entre les mains des gens des livres vers lesquels ils ne se seraient pas forcément tournés. Et ça, c'est vraiment hyper chouette. Et aussi, je pense, bah, il y a toute la réflexion autour de comment rendre ce lieu accessible. Donc vraiment, essayer de parler de façon accessible en fonction des différents niveaux aussi de connaissance du féminisme ou des questions queer ou des questions antiracistes. Vraiment répondre à la demande, ne jamais ne jamais que la personne se sente idiote en face ou se sente qu'elle ne connaisse pas assez de choses pour être légitime. Enfin voilà, par des petits trucs comme ça et aussi par le fait de organiser des rencontres. Enfin les rencontres c'est quand même des... On en organise 2, 3, 4 par semaine et c'est quand même... Enfin c'est vraiment un geste de notre part aussi qu'elle soit gratuite. Enfin, je sais que dans la majorité des librairies, c'est gratuit, mais quand même, du coup, nous, c'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup de préparation de la part des autoristes invités aussi. Et du coup, ça permet d'avoir accès à vraiment du contenu militant de qualité gratuitement. Quels sont les aspects du militantisme que tu aimes le plus? Je pense le sentiment de communauté, le sentiment de... Comment dire? Je pense s'il n'y avait pas la communauté lesbienne, féministe, queer, je sais pas comment je ferais dans ce monde. Enfin, C'est des soutiens. ouais, c'est des soutiens énormes. Enfin, le monde est tellement violent et continuer à lutter et pas lutter tout seul dans son coin, mais lutter collectivement, ça permet quand même de donner de l'espoir, de focaliser son énergie quelque part aussi, euh, et, pas, euh, et pas avoir le sentiment d'être, comment dire, bah, pas baisser les bras quoi. Et aussi bah, dans ces moments-là, enfin, c'est des moments où on réfléchit ensemble, on apprend ensemble, on s'organise, mais c'est aussi des moments de joie. Tani l'autre qui est une humoriste lesbienne métisse euh, et qui dit bah dans le militantisme, la colère c'est une étincelle et la joie c'est ce qui va permettre à l'étincelle de tenir, de devenir un feu, de tenir sur le long terme. Et si on n'a pas cette joie d'être ensemble, de rire ensemble, malgré la période absolument dramatique qu'on traverse, bah en fait on ne peut pas tenir. Et du coup, ouais, je dirais que c'est vraiment le sentiment de faire communauté et de servir à quelque chose et de quand même pas baisser les bras devant la difficulté de ce qui s'annonce. Et quels sont les aspects que tu aimes le moins? Je pense que dans le militantisme, en tout cas queer, il y a une forme, je dirais, de gatekeeping. En fait, je pense qu'on a encore plein de choses à apprendre sur le fait de s'écouter et d'accepter aussi des personnes qui ont différents niveaux de connaissances à l'intérieur des luttes. Ça veut pas dire excuser quelqu'un qui va avoir des propos homophobes ou transphobes ou racistes, enfin je veux pas du tout dire ça, mais du coup quelqu'un qui arrive, je pense à moi quand j'avais 17 ans et que je suis arrivée à Paris et qui a pas encore le vocabulaire militant, réfléchir à comment on peut à la fois avoir des moments où on utilise ce vocabulaire parce qu'il est hyper important et que ça, enfin poser des mots sur les choses, bah, ça nous permet de les penser, mais aussi avoir des moments où du coup on explique ce que c'est et aussi on juge pas, on n'exclut pas
une personne qui ne connaît pas ces concepts. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à arrêter de régler notre linge sale en public. Parce qu'en fait, il y a beaucoup... par exemple, au sein même du milieu LGBT, en ce moment particulièrement, il y a des personnes qui passent du temps et de l'énergie à critiquer publiquement des choses que je trouve pas toujours justes aussi. Et je me dis, si on mettait toute cette énergie dans autre chose actuellement que de critiquer des personnes qui essayent de s'auto-organiser dans notre propre communauté, franchement, on pourrait beaucoup plus avancer. Et le fait de faire ça publiquement aussi, et le fait que ça passe par, pas des call-out là en l'occurrence, mais que ça passe par de la critique publique et des pratiques que je trouve des fois proches du bullying en fait. Ça va pas faire avancer les choses et aussi ça nous divise et ça donne à nos ennemis qui sont l'extrême droite une image qu'on est divisé et qu'on est faible. Je pense que c'est hyper important de continuer à avoir ces discussions en interne sur les choses où on n'est pas d'accord, mais de pas passer par des pratiques de moquerie ou de bullying, quoi. Est-ce que justement ces pratiques de moquerie, il faudrait pas les dénoncer parce que la communauté LGBT, elle n'est pas non plus tout arc-en-ciel. Ah ouais, complètement. Faut pas se mentir. Donc est-ce que même si c'est très désagréable et même si effectivement ça peut servir d'argument pour l'extrême droite, est-ce qu'il faut pas les mettre en avant justement ces comportements? Je pense. Ou est-ce qu'il faut rester en interne et ou alors est-ce qu'il faut encore rester en interne? Je pense, j'ai pas trop de réponse à la question, mais je pense qu'il faut qu'on se pose collectivement la question de... Et c'est compliqué parce que c'est plein d'individus, c'est plein de collectifs, c'est plein d'associations, c'est plein de personnes qui parlent, là en l'occurrence, surtout d'un point de vue individuel, qui parlent pas au nom d'un collectif ou au nom d'une association ou au nom de la communauté lesbienne ou de la communauté LGBT, mais qu'on réfléchisse vraiment au sein de la communauté LGBTQIA+, en fait, quelles sont nos oppressions spécifiques à chaque identité et où est-ce qu'on fait du commun et quelles sont nos revendications collectives et quelles sont en gros comment on peut faire front commun quoi et comment on arrête d'être divisé entre chaque lettre voilà. Et quel est ton pire souvenir de militant? Je pense que c'est les conflits interpersonnels. Je pense que c'est, et je pense que ça arrive dans tous les collectifs, quand des conflits interpersonnels, amicaux ou amoureux prennent tellement d'ampleur que ça pèse sur le groupe et que ça a fait éclater le groupe même. Je pense que ça arrive partout et je pense qu'il faut que on s'informe plus sur les outils pour ne pas que ça arrive, pour éviter ces situations et surtout des situations de conflits interpersonnels où le conflit interpersonnel est pris comme un conflit politique quand il s'agit de... Enfin, je sais pas si je m'exprime très bien. Que voilà, faire une différence aussi entre les affects et l'interpersonnel et ce qui est de l'ordre du politique et de la... Je sais pas, et du groupe et de la communauté, de comment gérer ça, et la communication non violente, et la médiation, parce qu'on va pas... Enfin, il y a beaucoup dans l'histoire des mouvements queer, par exemple, il y a beaucoup de collectifs qui ont périclité pour ces raisons-là, et c'est vraiment dommage et on a vraiment besoin de tenir sur le long terme. Et il y a des collectifs qui ont en effet périclité pour ces raisons-là,
depuis avant les années 70. Enfin, du coup, il faudrait qu'on prenne... que voilà, on étudie vraiment ce qui s'est passé et qu'on arrête de répéter sans cesse les mêmes erreurs. Je sais que c'est pas facile, mais je pense qu'il y a vraiment du progrès à faire dans ce sens-là. Quel sentiment t'anime le plus quand tu luttes? Je pense le sentiment que ce que je fais a un sens et est important et que je suis un peu un petit rouage qui fait évoluer une beaucoup plus grosse machine. Se sentir utile en fait. Ouais, se sentir Se utile. coucher le soir en se disant que t'as fait quelque chose de bien. Ouais, que ça permet de dormir. Tu me disais que les manifs étaient compliqués pour toi, qu'il y avait beaucoup de stimuli, donc j'en conclus que tu as un handicap. Comment tu as fait pour imbriquer à la fois ton militantisme, on va dire queer, et ton militantisme lié au handicap? C'est toujours une question en cours. Moi, je suis bipolaire et autiste, et à la fois, ça m'a permis de mener à bien des énormes projets comme Violette & Co. Parce que du coup, clairement, j'ai commencé ce projet dans une phase complètement maniaque. Et en même temps, quand on est bipolaire, par exemple, c'est très difficile de mener des choses sur le long terme. Donc, je pense que ça reste encore difficile. Enfin, comme Violette & Co prend énormément de place dans ma vie, j'ai pas encore rejoint ou eu autant de discussions que ce que j'aimerais avec des collectifs de lutte contre le validisme, les dévalideuses par exemple, ou autres. Est-ce que il y a des moments dans ta vie où t'es un peu en colère contre toi parce que du coup ce jour-là t'es pas bien et tu luttes pas justement, et comment tu fais pour pallier à ces difficultés? Je dirais que j'y arrive pas encore bien, enfin même dans ce travail, enfin je sens que je suis pas capable de tenir un emploi du temps fixe quoi. Enfin là par exemple je commençais à 10h, je suis arrivée à 10h50, je sais que ça pèse sur mes collègues, enfin c'est des choses comme ça où il y a beaucoup de culpabilité et on se dit toujours ah c'est une question de volonté, j'aurais pu faire mieux. Heureusement j'ai des collègues qui sont hyper compréhensives, mais c'est aussi je sais que ça impacte la structure et ça les impacte elles dans leur travail, enfin et en fait on essaye de réfléchir à ça, mais il n'y a pas beaucoup de ressources pour penser à ça, je trouve. Alors, il y a le média La Petite Mue. Ouais. Qui existe. Oui, c'est vrai. Il y a ça pour l'instant. Et les dévalideuses. Et les dévalideuses. Ouais. Mais c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est déjà génial que ça existe. Ah ouais, je suis hyper contente, mais c'est vrai que, comme tout plein de luttes, moi, mon premier réflexe en tant que férue de livres et de personne qui travaille dans une librairie, ça va être d'essayer de trouver des livres sur le sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de ressources en anglais par exemple qu'en français. Ouais, parce que quand tu parles pas l'anglais, c'est compliqué. Complètement. Et c'est hyper nécessaire qu'il y ait plus de traduction. Mais ouais, comment je fais au quotidien, j'essaye de pas être trop dure avec moi-même. De me dire que déjà j'ai une énergie qui est limitée et que c'est important de pas me griller pour pouvoir continuer dans la durée aussi. Enfin, quand j'arrive pas à aller à une manif, là depuis Violette & Co, je crois que j'ai dû faire 2 manifs alors qu'avant j'en faisais plus. Et du coup, je me dis, c'est important d'être en nombre à des manifs. Je m'en veux un peu de pas le faire et je me dis, je mets mon énergie ailleurs pendant ce temps-là. Je peux pas être partout. Et de se dire, c'est important, c'est plus important que je tienne sur le long terme plutôt que j'arrive à faire tous les événements auxquels je veux aller, quoi. Et c'est important aussi de mettre son énergie à un endroit où je suis spécialiste de quelque chose. Que je peux faire nombre et être un +1 dans une manif, mais est-ce que je vais pas être plus utile en fait à faire quelque chose qui est vraiment ma spécialité, où j'ai vraiment les outils, où je peux avoir un vrai impact. Du coup c'est ça que j'essaye de me dire aussi pour me déculpabiliser. C'est vraiment la question de ok, j'ai une énergie limitée,
où est-ce que je peux la mettre pour que ce soit le plus utile possible. Est-ce que tu te souviens du premier livre que t'as lu? Oh waouh, non. Comme tout le monde. Et du premier livre queer? Ah, du premier livre queer. Je me souviens peut-être pas du premier livre queer que j'ai lu, mais je me souviens du premier livre queer qui m'a marqué. Ouais. Et je pense que c'était le même été, j'ai lu Stone Butch Blues de Leslie Feinberg et Poe de Dorothy Allison. Et juste après, Sister Outsider de Audre Lorde. Et ça a été vraiment un été qui a un peu bouleversé ma vie du coup. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais, il y a pas si longtemps, 21-22, bah, que j'avais tous acheté chez Violet & Co. Ou qu'on m'avait offert parce que acheté chez Violet & Co. Et ouais, je pense ces trois autrices que j'aime énormément, donc j'adore la vision politique et poétique, qui justement ont vraiment une proposition, enfin comment dire, qu'ont vraiment une pensée de l'imbrication de toutes les oppressions en fait. Et je pense que ça a été hyper important pour moi, enfin ces trois autrices lesbiennes, donc d'apprendre en les lisant en fait l'histoire lesbienne et aussi d'apprendre ce qu'elles racontent toutes les trois, c'est-à-dire la non prise en compte, enfin leur difficulté en tout cas à être entendues en tant que lesbienne noire, en tant que lesbienne pauvre, en tant que lesbienne trans par la communauté quoi. Du coup je pense que ça m'a beaucoup marqué ça de vraiment toujours avoir ça à l'esprit en fait, de pas imposer, enfin comment dire, de partir des besoins de toute la communauté pour penser des revendications, pour penser des actions et pas d'imposer de façon verticale ce qu'on pense être bon pour la lutte. Quel mot tu utiliserais pour te décrire en tant qu'enfant? Enfant et ado. Ouais, je pense que j'étais... T'as dit timide tout à l'heure? Ouais, j'ai été une enfant très extravertie et une ado très timide. Enfin, il y a ce truc, je pense, pour beaucoup de personnes queer, où finalement on était plus queer enfant et après on a appris toutes ces normes et du coup on s'est renfermé sur soi-même, on a essayé de rentrer dans ces catégories, de se faire violence pour rentrer dans le moule, ça marchait pas et puis après on a réussi à déconstruire ça à l'âge adulte et à vraiment être nous-mêmes. Donc ouais, je pense que c'était ça, mais toujours assez révoltée et surtout très curieuse d'apprendre plein de choses. Dans quel type de famille tu grandis? Famille bourgeoise, ouvrière, populaire? Plutôt famille d'artistes. Un père bourgeois, une mère qui vient de milieu populaire. Du coup, et des parents qui sont séparés quand j'avais 10 ans à peu près. Et du coup, schéma assez classique de la séparation. Mon père qui s'enrichit après cette séparation, c'est très commun en fait que les hommes s'enrichissent après une séparation et que les femmes s'appauvrissent énormément. Et du coup, ma mère, qui allait de logements sociaux en logements sociaux, vivre en alternance un peu chez les deux et avoir une vie, enfin à la fois les avantages financiers et culturels de la bourgeoisie et en même temps un peu une expérience, pas totale, mais une compréhension un peu. Enfin si, une expérience en vrai de ce que c'est que la pauvreté. Ouais, j'ai grandi avec une mère très pauvre et un père qui est devenu très riche. Tu grandis en région parisienne? Ouais. Est-ce que du coup, quand tu grandis en région parisienne, tu viens souvent sur Paris profiter des lieux culturels, des lieux queer? Les 3-4 premières années de ma vie, on a vécu à Paris. Et après on est parti aussi pour des raisons financières parce que ça devenait trop cher d'avoir un appartement avec 2 enfants. En tout cas quand je suis partie de Paris, j'avais une grosse nostalgie de Paris et de, je pense,
la diversité de choses qu'on pouvait faire à Paris, enfin même si j'étais gamine, hein, mais passer de Paris avec tous mes amis, avec les gens, les enfants de l'immeuble avec qui je pouvais jouer et tout, à un village avec une église et une boulangerie. C'était un peu bizarre. Et ouais, j'allais sur Paris, j'avais la facilité d'aller sur Paris, mais j'y allais pas encore pour aller dans des lieux queer. C'est vraiment en quittant le lycée et en arrivant à Paris, enfin en retournant à Paris pour mes études que j'ai vraiment pu m'émanciper, je pense, et oser aller dans des lieux queer. Enfin, j'étais pas out du tout au lycée parce que les deux seules lesbiennes out de mon lycée, je pense, c'était un peu la risée du lycée. Et se faisait beaucoup insulter et critiquer, emmerder. Du coup, je me disais, je ne serais pas out dans ce lycée. Et quel genre d'amis t'avais? Et qu'est-ce que tu faisais avec ta bande de potes? Je pense qu'on s'est retrouvés entre personnes qui avaient beaucoup de problèmes familiaux. Je me rendais pas compte forcément à l'époque, mais je pense avec le recul, les personnes qui ont été mes amis, c'était souvent les personnes qui avaient des contextes familiaux compliqués ou personnels compliqués, des problèmes de santé mentale, qui étaient... j'ai grandi, enfin du coup, à la campagne, dans un milieu qui était quand même assez... j'étais dans un petit village, dans un milieu quand même assez blanc. Et du coup, j'étais plutôt avec les personnes un peu outsiders, du coup, les rares personnes racisées et les personnes un peu... ouais, un peu bizarres. Ceux qu'on aime. Voilà, c'est ça, ceux qu'on aime. Est-ce que tu penses que vivre avec ses amis et dans ce village, ça a favorisé ton militantisme? Je dirais, par exemple, Avec le recul, hein. Ouais, j'étais au lycée, j'ai fait mon lycée à Fontainebleau, qui est déjà une ville très de droite, catholique. Napoléon. Ouais, c'est ça, Napoléon, tout ça. J'étais dans un lycée un peu assez réputé, lycée international François 1er, et où il y avait des nobles. Des personnes très riches et des nobles. Ah oui, charmant. Carrément. Quand il y a eu la manif pour tous, j'étais au lycée, je devais être en première ou terminale quand il y a eu la manif pour tous. Il y avait des personnes de ma classe qui allaient à la manif pour tous, qui en parlaient, qui portaient les t-shirts de la manif pour tous. Il y avait une grosse team manif pour tous dans mon lycée, quoi. En classe, même de la part des profs, on avait des débats. Il y a une prof d'anglais qui nous a fait faire un débat genre on divise la classe en deux. Vous allez être pour et vous allez être contre. Est-ce que les homosexuels devraient être parents? Est-ce qu'on devrait autoriser les homosexuels à être parents? Voilà. Et une autre, ma prof d'SVT, qui a décidé de faire un débat sur pour ou contre la théorie du genre. Donc, ouais, je pense que ça a favorisé mon militantisme parce que ça a favorisé mon indignation. Et aussi de côtoyer ces personnes qui militent contre nos droits et de voir à quel point elles sont normales. Ouais. Et violentes. Et violentes. Et de voir que c'est pas du tout pour les dédouaner, hein, que c'est pas des monstres, que en fait vraiment elles vivent leur petite vie, ont des amis, peuvent être polies, peuvent même être sympas, et à côté elles vont à des manifs tous les samedis pour lutter contre nos droits. Et je pense que c'est aussi important de voir ça. En fait, ça peut vraiment être n'importe qui autour de toi peut être un facho, en fait. Oui. Et je pense que c'est important de le savoir, et c'est important paradoxalement de pas diaboliser tous les fachos pour se rappeler que ça peut être des personnes qu'on considère comme très très lambda, très 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 normales, en fait. Pas ce truc,
Enfin si, je pense qu'il faut être sur ses gardes, quoi. Et aussi de savoir, enfin ça m'a montré que ça peut vraiment venir des institutions. Les profs qui lancent des débats comme ça, c'était venez, on va débattre ensemble parce que c'est fun et ça vous fait pratiquer votre anglais de si des gens doivent avoir des droits ou pas, c'est fou. Et du coup, évidemment, les arguments des personnes qui avaient été mis dans le camp du non, c'était des arguments homophobes, enfin, c'est fou. Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école ? Est-ce que tu fais des activités extrascolaires ? Ouais, j'ai fait pas mal d'activités extrascolaires. J'ai commencé avec le théâtre et comme beaucoup d'enfants queer, j'ai commencé le théâtre en CE1, je crois que j'ai fini, je devais être en 5e ou 4e. Et en fait, c'est le moment un peu où j'ai commencé à devenir timide. Et à plus trop être adaptée aux autres enfants de mon âge. Et en fait, j'étais très timide et très introvertie à l'école, mais au théâtre, j'étais moi-même. C'était vraiment le mercredi après-midi, après l'école, c'était le seul moment où je pouvais être moi-même de la semaine. Et c'était incroyable. Et vraiment, j'aimais trop ça. Et au bout d'un moment, je crois que j'ai arrêté parce que du coup, j'avais invité des amis, des personnes de mon collège à venir me voir. Et que moi j'étais trop fière de moi et ils m'ont trouvé ridicule parce que je jouais une vieille dame, je sais plus. Et du coup ils se sont moqués de moi et je me suis dit je vais arrêter. Merci le regard des autres. Et du coup et aussi du judo et du karaté pour m'apprendre à me défendre. Ça c'était ma mère qui avait aussi des bons points. Qui m'a dit ma fille, il faut que tu apprennes à te défendre dans ce monde, je vais te mettre au judo. Et du coup, le souci, c'est qu'au judo, y avait un garçon qui n'arrêtait pas de me plaquer au sol. Et j'ai raconté à ma mère, avec mes mots d'enfant, oui, il y a un garçon qui me plaque au sol longtemps, et j'arrive plus à respirer, et je pense, je vais pas parler d'agression sexuelle ou d'attouchement, mais vraiment, moi, ça me mettait mal à l'aise, et j'arrivais pas à poser des mots dessus à l'époque. Et du coup, c'est fou, tu mets ta fille dans un sport de combat, en me disant comme ça, elle va pouvoir se défendre s'il lui arrive quelque chose. Et en fait, il lui arrive quelque chose en apprenant ce sport de combat. Et du coup, après ça, elle m'a mis au karaté parce que c'est pas un sport de contact. Du coup, il y avait moins de risques que ça arrive. Je crois qu'on va parler au prof et tout. Et c'est vraiment pas mal. Et on avait un prof qui était assez super, qui nous apprenait, on faisait quelques séances par an, il nous apprenait que faire dans une situation où, par exemple, on était, quelqu'un nous attaquait réellement. Et du coup, ouais, du judo, du karaté, je fais de la danse aussi un peu. Qu'est-ce que tu retiens de l'école ? Beaucoup de violence. Je peux plus. Ça m'angoisse. C'est un lieu qui a été très angoissant, où j'ai été très bully aussi. J'ai essayé de reprendre un petit peu ma revanche là-dessus en faisant des interventions en milieu scolaire avec le MAG il y a quelques années, où du coup je faisais des interventions en milieu scolaire sur les questions LGBT. Et du coup j'étais vraiment contente de faire ça parce que ça m'a permis aussi de regarder le collège et le lycée plus seulement comme un endroit d'attaque, vraiment littéralement dans la rue, même si c'est pas un lycée ou un collège où je suis allée, si je passe à côté d'un collège ou d'un lycée, je suis stressée, je suis angoissée quoi. Et du coup ça m'a permis de prendre un petit peu le dessus là-dessus, mais globalement ouais, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'injonctions, beaucoup de profs qui sont pas compréhensifs, de profs qui sont pas aidants. Je lance pas du tout la pierre aux profs, c'est que aussi ils sont surmenés, pas formés sur plein de questions. Enfin, voilà. T'as fait des études de philosophie. T'as aussi fait des études de genre et travaillé dans l'édition d'essais féministes. Qu'est-ce que ça t'a apporté, notamment par rapport à ton militantisme ? T'as commencé par la philo ? Ouais, j'ai commencé par les lettres, puis la philo. Et les études de genre. Et en fait, je pense que ça m'a appris à réfléchir. Enfin, ça m'a appris la littérature, l'analyse de texte en littérature m'a beaucoup... Et l'analyse de texte en philosophie, qui étaient vraiment mes exercices préférés, m'ont appris à analyser un texte et à, par exemple, analyser un article et analyser la rhétorique. Voir si c'est un ton qui est polémique, voir à quel point les sources sont... Enfin, du coup, ce qui est chouette avec ça, c'est que ça m'a vraiment permis de distinguer un travail de qualité
d'un travail de merde. Même dans des textes, parce qu'il y a des textes où c'est un petit peu plus difficile que ça quand même, où tu vas avoir des articles écrits par Le Monde ou même par Libé, où il y a un peu un mélange du vocabulaire, peut-être pas militant, mais en fait, ça m'a permis de voir dans les médias, je pense, la normalisation de l'extrême droite se faire au fur et à mesure, et d'avoir cette impression avec plein de personnes de crier au loup et que personne ne nous écoutait. Ça t'a appris à déchiffrer les textes et à déchiffrer les discours. Les discours et aussi un peu à lire entre les lignes finalement. Ouais, c'est ça. Et aussi, là où j'étais en études de genre, en fait, les questions majoritairement abordées, ça va être les questions coloniales, postcoloniales, écolo, les questions de genre, les questions de race, les mouvements ouvriers. Et du coup, ça donne un bagage théorique qui est extrêmement utile dans le militantisme, à la fois pour comprendre des essais de théorie politique, de sociologie, et pour avoir un petit peu une vision des luttes et de comment elles s'organisent. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup appris là-dessus. Et comprendre mieux tout le vocabulaire féministe, queer, militant, ça, je pense que c'est beaucoup plus de recherche personnelle que de cours à la fac. Mais les cours à la fac m'ont quand même apporté, je pense, plus de rigueur et de précision sur la compréhension de certains courants, comme le courant du féminisme matérialiste, des pensées contemporaines, le politique de l'identité. Ça m'a vraiment apporté l'histoire et la définition précise de chaque concept qui est utilisé dans les champs queer et féministes. Et aujourd'hui, tout ça, finalement, cette connaissance, tu peux la réapporter à travers les livres chez Hachette & Co. Et ça, c'est super. Et du coup, je suis en charge de plusieurs rayons, mais notamment du rayon essai, de façon assez évidente, et j'adore. En cette période trouble, quelles seraient tes recommandations littéraires pour apporter du réconfort, de la chaleur, de l'espoir? Je pense... Et même des livres qui vont nous mettre en action aussi. Je dirais, il y a un livre... je vous encourage à lire le livre de Alex Messilia. Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine au nouvel Attila. Parce que c'est un livre qui est très drôle. Et que je pense que... Et qui est très drôle et qui est très politique en même temps. Et qui est plein de sources sur les violences de genre, sur... le travail domestique, sur l'injonction à la maternité, sur plein de choses. Donc il y a à la fois plein de sources et plein d'informations, et en même temps il est très très drôle. Et je pense que dans des périodes comme ça, on a besoin de rire un peu et que ça fait du bien de rire quand on est aussi angoissé et qu'on a aussi peur qu'aujourd'hui. Donc je dirais celui-là qui est assez chouette. Et je pense lire aussi des penseuses comme Audre Lorde et Bell Hooks pour nous montrer aussi que les vagues réactionnaires et fascistes qu'on est en train de lire ne sont pas nouvelles. Lire des livres aussi, je pense à tout simplement Umberto Eco ou Hannah Arendt sur le fascisme tel qu'il s'est développé dans les années 30, mais ne pas oublier que aujourd'hui il prend des formes différentes. Et il y a un ouvrage qui est assez intéressant là-dessus, c'est Manifeste pour une démocratie déviante de Constance Pina, qui a co-créé le média Manifesto 21. Et du coup il y a deux parties dans ce livre. Une première partie dans laquelle il y a l'analyse du coup la continuité du fascisme des années 30 à aujourd'hui, et de comment le fascisme n'a pas disparu mais s'est adapté et métamorphosé pour arriver à aujourd'hui à une phase où il est de plus en plus accepté et normalisé.
du coup très intéressant, et en même temps une deuxième partie sur comment on peut répondre à cette crise. Donc c'est aussi intéressant d'alterner entre des livres qui nous donnent des outils pour comprendre le fascisme et qui nous donnent des solutions aussi, pour pas avoir l'impression d'être impuissant. Et aussi des livres comme les livres de Bell Hooks et Audre Lorde. Je pense à Sister Outsider de Audre Lorde et de La Marge au centre de Bell Hooks, qui nous rappellent comment penser nos luttes concrètement. Enfin, il y a beaucoup, surtout Audre Lorde, elle parle dans Sister Outsider, de plein de conférences auxquelles elle est allée, de vraiment choses concrètes sur comment ça s'est passé, quelle a été la violence, comment ça aurait pu mieux se passer, comment sont pris en compte les minorités, notamment les personnes racisées au sein des luttes. Bell Hooks de La Marge au centre pour arrêter de penser nos luttes, d'imposer des choses de façon verticale, quoi. Et on va conclure avec cette dernière question. Après tout ce qu'on vient de se dire, quelle serait ta définition du militantisme ? Je dirais c'est prendre suffisamment de recul pour voir quelle est la lutte globale et collective, et trouver la place personnelle et individuelle que tu peux occuper en fonction de tes moyens dans cette lutte, et que tu aussi as envie d'occuper, parce que pour que tu puisses durer sur le long terme dans la lutte, il faut aussi qu'il y ait une part d'agréable et de choses que tu aimes faire. On va finir sur cette magnifique phrase, cette magnifique définition. Merci beaucoup, Loïse. Merci à toi. Pour que tu puisses durer sur le long terme dans la lutte, il faut aussi qu'il y ait une part d'agréable et de choses que tu aimes faire. Ce sont sur ces mots de Loïse que se termine cet épisode du podcast Engagé. À très vite pour une nouvelle rencontre.